Bien, c'est parti. Je voudrais simplement vous dire en préalable qu'on n'est pas spécialiste de l'impédance-métrie, on n'est pas grand gourou de l'impédance-métrie, mais on vous rapporte modestement notre essai de l'impédance-métrie. On dispose de l'impédance-métrie depuis environ 1 an et demi. Et donc, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait des camemberts. En cette période postprandiale, vous avez déjà mangé le dessert, mais bon, il faudra suivre avec les camemberts. Donc, je vais vous parler de l'impédance-métrie. Alors, je ne peux pas vous parler de l'impédance-métrie sans vous parler du poids sec. Hein. Bon, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais vous savez que le poids sec, c'est la préoccupation quotidienne du néphrologue et des infirmières. Alors, le poids sec peut avoir plusieurs définitions. Il n'a d'ailleurs pas de définition unique. Hein. Alors, bon, grosso modo, c'est un poids sec qui permet un contrôle de la pression artérielle entre les dialyses, qui permet de ne pas avoir de signe de surcharge, pas d'œdème, pas de stase au niveau des bases, qui permet d'avoir une tolérance correcte à la dialyse et qui évite l'hypotension, surtout en post-dialyse. On sait que le poids sec est corrélé au volume extracellulaire. Alors, les risques du poids sec, un poids sec inadapté, ça conduit, mais vous le savez tous, en cas de surestimation, à un risque d'œdème pulmonaire, à une hypertension artérielle, à long terme, à un retentissement cardiovasculaire. En cas de sous-estimation, c'est l'hypotension artérielle chronique, c'est l'hypotension artérielle orthostatique avec des risques de chute, surtout chez nos personnes âgées qu'on a fréquemment en dialyse. Et puis on peut également avoir un tarissement d'une diurèse résiduelle au détriment du confort des patients. Alors, vous savez tous aussi comme moi que le poids sec, c'est une notion qui est éminemment dynamique, hein, et qu'on ne va pas fixer un poids sec pour une période de 3 ans. Hein. Il faut en permanence examiner le patient et adapter le poids sec à son poids réel. Il fluctue en fonction des phases d'anabolisme, quand les gens vont mieux, après le début de la dialyse éventuellement, et puis paf, un accident aigu, une phase de catabolisme, et puis si on ne modifie pas le poids sec, on se retrouve avec un OAP. Donc sa détermination doit être évaluée en permanence. Alors, comment on détermine le poids sec ? C'est un peu la maternelle pour les néphrologues, hein, je vais être rapide. Bon, il y a des signes cliniques et puis il y a des signes, il y a des examens paracliniques. Concernant les examens cliniques, vous savez tous comme moi, je le redis, hein, pression artérielle, œdème des membres inférieurs, stase pulmonaire, c'est ce que théoriquement font tous les néphrologues quand ils passent la visite en dialyse. Du reste, les infirmières le savent aussi en nous disant attention, celui-là, on trouve qu'il a des œdèmes en ce moment, tiens, il est un peu plus hypertendu. Bon, voilà. Donc, clinique, on s'en sort généralement comme ça dans 80% des cas. Parfois, on est un petit peu gêné. Alors, on a d'autres examens qui sont cette fois-ci paracliniques. Bon, le cliché thoracique, dans certains centres, on le fait très, très souvent. Dans d'autres, moins. Ça dépend un petit peu des sentiments. Et puis maintenant, on fait quand même attention au risque de surexposition aux rayons X. Donc on le fait de temps en temps, mais peut-être pas très souvent. L'échocardiographie, chacun la demande aussi dans le bilan pour le retentissement à long terme. Mais bon, on ne va pas s'en servir pour fixer un poids sec quand on en a besoin. Alors, une méthode qui n'est pas très utilisée, mais qui est décrite, c'est le diamètre de la veine cave inférieure. Je ne sais pas si vous faites ça souvent, vous... faut avoir quand même une échographie. Quand on demande l'échographie, on a le rendez-vous 2 mois après. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est pas très pratique. Alors après, il y a des choses simples. Il y a les protides post-dialyse, l'hématocrite, qui traduisent un peu les mots concentration. On a décrit aussi le BNP. Alors, je ne sais pas si vous avez une expérience du BNP pour essayer d'apprécier l'état d'hypervolémie, mais... Nous, on l'a demandé, mais on a surtout que maintenant on dose le NT-proBNP, alors on a des chiffres extraordinaires, on ne peut pas s'en servir. Hein. Voilà. Et puis, l'impédance-métrie dont on dispose maintenant en UDM grâce à Santélis. Ah ben non, mais il faut le dire, hein, parce que je ne l'ai pas en centre. Hein. Alors, un petit généralité sur l'impédance-métrie, si vous ne connaissez pas. Donc, l'impédance-métrie, c'est une technique qui est basée sur la mesure de la conductivité d'un courant qui est à la fois à basse et à haute fréquence. C'est très simple à réaliser par une infirmière. 2 électrodes, placés sur 2 membres du même côté, et le patient allongé avant la séance de dialyse pendant 10 minutes. Cette méthode est parfaitement reproductible.
et elle donne un accès au volume extracellulaire. Alors, un petit bout de principe, mais pas très long. Simplement, il faut savoir que les courants à haute fréquence... Alors, je vais vous faire le truc là. Alors là, c'est le courant... Bon, alors on va prendre le courant à basse fréquence. Il passe entre les cellules. Le courant à haute fréquence, il traverse les cellules. Alors, moyennant une petite équation, vous voyez, on a tous compris, voilà. On arrive à transformer l'impédance, la réactance en volume extracellulaire. Bon, je ne sais pas comment, il faut un ordinateur, hein, pour nous ça va bien, 2 électrodes, l'ordinateur, et puis on a des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en pratique? Donc nous, on utilise le BCM de Fresenius. Comme je vous le disais tout à l'heure, 4 électrodes par mesure, c'est le coût. Voilà, c'est le coût. C'est fait à peu près, je crois, ça doit faire, les pharmaciens me diront si je me trompe, mais ça fait 2 à 4 euros par séance. Hein, c'est raisonnable par rapport à une séance. Il faut avoir, bien sûr, l'appareil. Hein, voilà. Il faut une carte par patient pour enregistrer les données. Et puis, il faut avoir à disposition un ordinateur pour lire la carte. Hein, parce que sinon, enfin, je pense qu'on a tous... Si on n'est pas équipé de logiciel pour les dialyses, on a quand même tous un ordinateur dans un coin. Voilà une photo d'un patient qu'on va... c'est pas une photo, moi je l'ai piquée sur Internet parce qu'elle était meilleure que nos photos. Mais enfin bon, c'est toujours la même chose. Voilà, 2 électrodes en bas, 2 électrodes en haut, l'appareil, et puis on fait la mesure. Point de vue formation des infirmières, il faut peut-être une demi-journée, et puis c'est tout. Hein. Alors il faut quand même être vigilant que ça s'apprend à faire une impédance-métrie parce qu'il y a un système de contrôle. Enfin, si la mesure est bonne, il faut avoir une courbe qui apparaisse correctement sur l'ordinateur. Voilà, alors qu'est-ce qu'on recueille comme paramètres avec ce BCM? Alors on vous donne un rapport avec différents paramètres. Alors l'OH, l'overhydratation, c'est ce qui nous intéresse le plus, hein, c'est la surcharge en eau. Mais ça donne également une information sur la masse maigre, LTI, lean c'est la viande, lean tissue index, ou fat tissue index, donc sur la masse grasse. Alors je veux dire que nous on s'en sert surtout pour le poids sec. J'ai essayé de voir ce que ça donnait sur le plan nutritionnel, vous verrez. Alors ça peut servir ponctuellement quand on a des ennuis de détermination du poids sec. Ça vient à l'appui de la clinique, à l'appui des examens paracliniques. C'est un argument en plus pour modifier. Ça peut éventuellement permettre, ça pourrait, j'en sais rien, je propose un suivi nutritionnel. Ça peut permettre un suivi des patients transversalement, on suit le patient dans le temps, ou alors ça peut faire une cartographie du centre en se disant, en fonction des paramètres nutritionnels, on est bien ou on n'est pas bien. Alors, cette étude, c'est une étude qui n'est pas randomisée en W, etc. C'est qu'une étude rétrospective. On a repris les dossiers, je vais vous montrer comment on a fait, pour essayer de déterminer ce qu'on peut attendre du BCM, de voir son apport sur le suivi nutritionnel et puis d'essayer de formaliser un peu les indications. Alors, je le disais donc, étude rétrospective sur des dossiers de patients. Nombre de patients, on a réalisé des séances de BCM sur 56 patients. Pour une période de 19 mois, du 1er mars 2016 au 1er octobre 2017. Et on a 149 données, on va dire interprétables, parce que des fois il y avait un peu des dérives, des choses qui nous semblaient un peu bizarres, donc qu'on a enlevé. Alors, modalité de recueil, je reviens sur mes 2 électrodes au membre supérieur, 2 électrodes au membre inférieur. Alors, il paraît que ça pose quand même problème chez les gens qui sont amputés, mais on les met à la racine de la cuisse. Ça pose des problèmes chez les gens qui ont théoriquement une prothèse, ça on n'a pas fait trop attention, une prothèse de hanche ou un pacemaker, parce que ça peut un peu perturber le courant. Hein. Je dois dire que dans notre première utilisation, on n'a pas trop fait attention au pacemaker et aux prothèses de hanche, hein, je le reconnais. Bon, repos quand même allongé une dizaine de minutes avant la dialyse pour équilibrer, on va dire, les secteurs hydriques. On le fait donc avant la séance et, si possible, au milieu de la semaine.
Hein, parce que quand c'est le lundi ou le mardi que les gens ont pris du poids, je pense que ce n'est pas très significatif. Donc on essaye au maximum de faire en milieu de semaine. Alors qu'est-ce qu'on a recueilli comme paramètres ? On a pris chacun des dossiers, chacune des mesures, et on a regardé quel était le motif du recours au BCM, quel était le poids sec du patient au moment où on a fait l'étude, enfin la mesure. On a défini ce qu'on appelle un poids sec théorique. Enfin, on a défini, c'est-à-dire qu'on a calculé quel devrait être le poids sec si on s'en référait au BCM. Hein, à chaque fois, vous avez le patient, quand il arrive, vous le pesez, il a son poids tel qu'il arrive. Le BCM vous dit overhydratation de temps. Et donc, à partir de là, vous pouvez dire le poids sec théorique, c'est ça. Mais le poids sec du patient, le poids sec réel, est parfois différent du poids sec théorique. Voilà. Alors, on a regardé aussi, à chaque fois qu'on avait fait une mesure, si oui ou non, ça avait induit une action correctrice derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on a augmenté ou est-ce qu'on a baissé le poids sec, hein, c'est pas très compliqué. Et on a regardé aussi sur les séances suivantes, si on avait fait une mesure, est-ce qu'il y avait une action positive ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a corrigé la tension ? Est-ce qu'on avait corrigé l'intolérance ? Est-ce qu'on avait amélioré les choses ? En quelque sorte, est-ce que cette utilisation était pertinente ? Voilà, on a également mesuré, bien sûr, on a relevé le LTI, on a relevé la surcharge, et on a essayé de corréler ça avec l'albumine et le NPCR. Alors, comparaison poids sec, alors moi c'est des camemberts, hein. Poids sec théorique par rapport au poids sec du patient. Voilà ce que ça donne. J'ai fait 3 catégories, hein, le poids sec inférieur au poids théorique, le poids sec égal au poids théorique. Alors égal, attention, c'est pas, j'ai pris à plus ou moins 1 kg hein, quand même, hein. Et le poids sec supérieur au poids théorique. Alors qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que dans 51% des cas, on a un poids sec chez nous, hein, chez nous, qui est inférieur au poids théorique. Donc on a tendance un peu à peut-être dessécher, un peu visser les gens. Mais il faut quand même voir que dans 35% des cas, le poids sec est supérieur au poids théorique. Bon, c'est des données, je pense que chaque centre aura éventuellement d'autres données, mais bon, nous, ça veut dire qu'on est peut-être on est peut-être un peu sévère sur le poids. Alors là, on a repris les indications. Quelles étaient les indications ? On n'avait pas, si vous voulez, formalisé d'indications. Au début, quand on a eu le BCM, on se dit, tiens, on va faire un BCM, oui, nous embête, on va faire un BCM, etc. Alors là, c'est des camemberts. Moi, je pensais, quand on faisait un camembert, mais je ne suis pas très spécialiste, qu'on mettait les noms, puis ça vous faisait les pourcentages. Non, il faut les faire à la main, en fait, pour avoir le camembert, et donc, c'est pas... Bon, enfin, ça aurait pu être mieux comme camembert. Bref, alors, on va prendre comme ça. Donc, dans 21% des cas, c'est par rapport au nombre de mesures, ça. Dans 21% des cas, donc vous voyez que c'est pour des prises de poids importantes. Delta P, c'est des gens qui arrivent, ils prennent 5-6 kilos, on se dit ils sont peut-être déshydratés, etc. Dans 18% des cas, c'est une intolérance à la dialyse. Ensuite, on va passer à 17%. 17% des cas, c'est pour une hypertension artérielle persistante. Puis alors après, c'est un petit peu moins, soit hypertension artérielle perdialytique, vous savez, ces gens qu'on dialyse et puis ils montent la tension pendant la dialyse où on est bien embêté. 15% des cas, c'était chez les obèses, parce qu'il y a des gens qui arrivent, on ne sait pas, vous avez tous, hein, comme moi, hein, des gens qui sont 90 kilos, là, ils grossissent, on ne sait pas si c'est de l'eau ou s'ils vont mieux, s'ils mangent. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de voir comment c'est. Alors là, c'était en nombre de patients, mais bon, ça revient à peu près la même chose. Alors après, on a regardé si, avec le BCM, on a eu une action, si on a baissé ou augmenté le poids sec. Alors, vous voyez que dans 60% des cas, on a été sage, on n'a rien fait, parce que le BCM, grosso modo, ça nous allait. Et puis ensuite, on a augmenté le poids sec dans 35% des cas.
Et on est arrivé aussi à baisser le poids sec dans 5% des cas. Donc là, on pourrait se demander, est-ce qu'on a bien fait de faire le BCM? Oui, parce que comme ça, on a éliminé le paramètre poids sec dans l'hypertension, dans la survenue d'effets secondaires. Ce n'était pas franchement lié au poids sec. Donc on a laissé comme ça. Alors, dans les cas où on a fait des actions, hein, essentiellement augmenter ou baisser le poids sec, on a regardé par séance après, dans les 15 jours qui ont suivi, si on avait une amélioration de la situation. Et là, le camembert est quand même assez intéressant parce que si on a fait des actions, à chaque fois qu'on a augmenté ou baissé, hein, j'ai pas séparé les deux, mais vous voyez, on a eu des effets positifs dans 84% des cas. Ça veut dire quand même que là, c'était quand même pertinent de faire ces modifications, alors que les autres examens ne permettaient pas de le faire, parce que sinon on n'aurait pas fait, on n'aurait pas fait les modifications. Parfois on se laisse avoir, et c'est pour ça que là c'est peut-être une méthode qui nous permet d'améliorer quand même la prise en charge. Alors là, c'est un petit peu épidémiologique. J'ai fait le même camembert en prenant la LTI, hein, la masse maigre. Alors, la masse maigre, vous voyez qu'ici, dans 52%, les gens sont un petit peu dénutris. Hein. Ils ont une masse maigre, donc masse musculaire, qui est diminuée, mais qu'à peu près dans 50%, soit c'est normal, soit c'est haut. Alors, haut, moi je pense qu'il y a deux, il faudra regarder un peu plus, mais là, j'ai pas eu le temps de regarder, puis il faudra peut-être faire plus de méthodes. Ceux qui ont une masse maigre haute, ça peut être soit les obèses, soit au contraire les gens très maigres et qui n'ont pas un pet de graisse, et ça, je pense que les proportions doivent s'inverser. Donc il n'y a pas que les obèses. Voilà, nombre de mesures, ça c'est à peu près, c'était la même chose que ça. Alors là, j'ai essayé de corréler un petit peu l'albuminémie à la masse musculaire pour voir s'il y avait un effet, si on pouvait faire une surveillance nutritionnelle avec le BCM. Bien sûr, on a d'autres paramètres. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense qu'il faudrait peut-être un logiciel de statistique et puis comparer les valeurs. Mais ce qu'on peut en dire, c'est que là, les gens qui ont une albuminémie, bon, alors je sais pas, 30, j'ai pris les classifications qu'on trouve dans les publications de nutrition. Donc 30, c'est vraiment pas beaucoup, hein, donc c'est vraiment des gens qui seront dénutris. Alors on a dans ces 20% de gens qui sont dénutris en albumine, mais vous voyez qu'on a 52% de gens qui ont le LTI bas. Alors je ne sais pas si ça corrèle bien. Ceux qui ont un LTI normal ou haut, il y en a 48%, et ceux qui ont une albuminémie, alors selon qu'on considère cette tranche comme normale, et ceux-là, là ça corrèle un peu plus quand l'albuminémie est haute par rapport à ceux qui ont un LTI normal ou haut. Mais bon, sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire sur ce bilan lipidique, le bilan nutritionnel. Si on fait le FTI, la Fat Tissue Index, là, les gens qui ont une masse grasse élevée, vous voyez que finalement, on a pas mal de gens qui ont une masse grasse qui est élevée. Bon, pour les dialyser, ça veut donc ce qui veut dire que les gens dénutris ne sont pas forcément maigres. Mais bon, après, il faut suivre dans le temps et puis voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je ne peux pas vous dire là si ça apporte quelque chose. Il faudrait peut-être faire plus de mesures, enfin je ne sais pas là, pour l'aspect nutritionnel. Voilà. Alors, en discussion un petit peu par rapport à ces résultats, je voudrais que c'est une méthode qui est vraiment simple à mettre en œuvre, qui est disponible au lit du patient, qui est fiable, qui est reproductible, peu coûteuse, apprentissage rapide. Bon, donc on serait tenté de la faire, au fil de l'eau et comme ça. Moi, je mets. En ce qui concerne le poids sec et l'hydratation, on peut fixer un poids sec théorique. Ça, c'est pas dur avec l'appareil, si tant est qu'on estime qu'il y a une fiabilité à 100%. Donc, on peut fixer un poids sec théorique. Alors, des fois, on se retrouve avec un poids sec théorique 5 kg au-dessus du poids sec normal. Alors, c'est sûr qu'à la séance de dialyse suivante, on ne va pas mettre 5 kg en plus.
Et alors, j'ai eu un petit, enfin c'est pas un petit incident, je l'ai récupéré, mais une fois j'ai mis sur la feuille de dialyse pour la séance suivante, poids sec théorique, c'était 5 kilos dessus. Mais l'infirmière qui est passée après, elle a pris le poids sec 5 kilos dessus de son poids sec. Heureusement, je suis passé un petit peu avant, je me suis fait peur, j'ai dit, il faudrait qu'on sache où on marque le poids sec théorique et si on doit le monter. Mais c'est une tendance, ça permet de dire, ce patient, il est un petit peu, il est quand même sec, ou il est en surcharge, donc on peut augmenter progressivement et puis voir. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. D'une manière générale, chez nous, les patients, il y en avait plus de 50% qui étaient plutôt déshydratés. Bon, donc ça, il faut le savoir au niveau de la conduite du traitement par unité, dans son unité. J'ai retenu quand même que quand on avait réfléchi et qu'à l'issue de l'impédance-métrie, on montait ou on baissait le poids sec, dans 84% des cas, on était juste. On améliorait les choses. Donc c'est quand même pas non plus une technique à négliger, elle est quand même bien. Alors ensuite, les indications. Rétrospectivement, qu'est-ce qu'on a eu comme indication, nous ? Donc, c'était les hypotensions ou les hypertensions interdialytiques, donc la tension en dehors de la dialyse. C'était les gens qui avaient des édèmes, mais on ne savait pas trop si c'était des édèmes. Bon, la dénutrition, on savait si l'albuminémie est basse, mais après, vous avez d'autres, ils prennent des inhibiteurs calciques, ils peuvent avoir une mauvaise circulation, donc il faut voir un petit peu. Donc, œdème des membres inférieurs. Vous avez les gens qui prennent du poids de façon inconsidérée. Alors, c'est vrai qu'il y a des grands buveurs, hein, on a tous des gens qui prennent 7 kilos parce qu'ils ont picolé la bière le week-end, etc. Hein, ça, c'est sûr. On avait l'intolérance à la séance et puis on avait l'hypertension intradialytique. Alors c'est vrai que si je prends les séries une par une, ça ne fait pas suffisamment puissant pour dire s'il y a un intérêt dans telle ou telle sous-série, quoi. Hein. Donc je pense que ça serait à faire sur des effectifs plus importants. En ce qui concerne le bilan nutritionnel, on peut avoir alors soit un suivi longitudinal pour les patients. On voit un petit peu pour un patient donné comment il évolue, s'il augmente ou s'il baisse sa masse maigre, s'il grossit, enfin c'est avec sa masse grasse. Mais bon, en corrélation avec les autres paramètres nutritionnels. Et puis là, j'avais fait seuls 20% des patients, ce que j'ai dit, ont une masse grasse diminuée, alors que 45% sont dénutris. Bon, entre dénutrition et puis l'albuminémie et puis la masse grasse, je ne sais pas trop. Hein. Donc, en conclusion, bon, je vais vous dire que c'est une technique qui est utile. Donc, j'espère que je vous l'ai montré avec les 84% d'efficacité. Je voulais répéter que ce n'est pas la panacée universelle et qu'on ne peut pas conceptualiser qu'un jour on ait le BCM, on le branche au malade, on le connecte au générateur et ça vous calcule le poids sec. Ça, c'est pas possible. Hein. C'est un élément qui vous permet d'avoir une idée du poids sec en plus des autres éléments mis à disposition. L'avantage, c'est que c'est facilement disponible. Et puis, il faut avoir l'habitude de le faire, mais c'est un élément, moi, que je trouve quand même relativement précieux. Je ne regrette pas d'avoir l'impédance-métrie. Merci Santélis. Du coup, on l'a demandé pour le centre lourd. Voilà. Et par contre, les indications, je crois qu'il faut que chacun se fasse un petit peu son idée. Systématique, moi, je ne pense pas. Mais dans les cas où on est embêté, je pense que certainement, ça peut être intéressant. Voilà, notre expérience. Merci.